Alors évidemment, le monde des médias, la télévision a été complètement bousculée. La télévision n'est plus qu'une dalle électronique pour afficher des images dans votre salon. Mais la majorité de la consommation aujourd'hui de médias et de télévision se passe évidemment bien en dehors du téléviseur. Pourtant, on est encore focalisé sur cette chose qui occupe le salon et que personnellement j'ai fait disparaître. Internet, ça peut aussi changer l'idée de ce qu'est le chauffage. Vous savez, cette chose qui a été rachetée 3 milliards, hein, c'est ça je crois, par Google. Et pourquoi faire à votre avis? Pourquoi Google a acheté un thermostat 3 milliards? Parce que vous savez que ce thermostat apprend de vos usages, connaît votre consommation, et en fait, avec l'ensemble des données d'usage de tous les utilisateurs qui utilisent ce type de thermostat connecté, Google peut devenir un nouvel Enron. Puisqu'il connaîtra la consommation, il pourra anticiper la consommation, votre consommation. Il pourra donc proposer aux producteurs d'énergie d'acheter leur énergie à un prix qui dépendra de ces informations qu'il connaîtra. Donc ce n'est pas un thermostat. On peut aussi parler du rapport au corps. Moi, je vais vous parler de Salvatore Iaconisi. C'est un artiste italien, il y a quelques années, qui a découvert qu'il avait le cancer. Bon. Eh bien, il a décidé de mettre son cancer sur Internet. Donc, il a fait un site, il a mis les données de son cancer en ligne, et il a proposé à tous les médecins qu'il voulait bien d'avoir un avis sur ce cancer. Et donc, des médecins sont venus et ont débattu de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour ce monsieur. Et il y a eu un consensus qui est apparu sur le traitement qu'il fallait qu'il pratique. Et c'est lui qui l'a choisi. Donc, vous avez bien entendu. Des médecins ont conseillé, le patient a choisi. Ensuite, il appliquait le traitement, et d'ailleurs, on retrouvait sur son site les données de chimiothérapie et autres de son cancer, qu'il traitait avec le choix consensuel des médecins qui étaient venus dessus. Alors, l'histoire est belle parce qu'il est guéri à la fin, mais quand vous racontez ça à des médecins, ils deviennent fous. Comment un patient va choisir, va nous prendre pour des consultants et va choisir la manière dont il va traiter sa maladie? C'est dingue. Oui, mais ça existe, quelqu'un l'a fait. Et c'est tous les jours dans les cabinets médicaux avec des gens qui arrivent en ayant imprimé des fiches, vous savez, en disant « Écoutez, j'ai été sur Internet, j'ai regardé les symptômes, j'ai mis dedans, ça m'a dit que j'avais ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça arrive tous les jours. Aux États-Unis, Watson, on en reparlera tout à l'heure, l'intelligence artificielle d'IBM, fait ce boulot. Le médecin rentre le contexte et les symptômes, et Watson dit quel traitement il faut appliquer. Watson ayant en base les 300 millions et quelques de cas pratiques de cette chose. Des gens font aussi fédération. Vous avez vu que dans la loi d'Axel Lemaire, les internautes ont demandé et obtenu de pouvoir faire des fédérations sportives de e-sport. Donc il y a des fédérations sportives de jeux électroniques. Même type que le foot, etc. Vous pouvez maintenant être licencié de sport électronique, qui est professionnalisé depuis très longtemps. Vous pouvez aussi faire du triathlon dans GTA. Les gens font du sport ou du marathon le dimanche dans GTA. Ok ? Vous pouvez aussi apprendre le dotraki pour passer un week-end sympa entre potes et le mettre sur Internet. Voilà, on a aussi des nouveaux héros. Des gens ont imprimé un buste en 3D à la gloire d'Edward Snowden et l'ont mis dans un parc à New York. Vous avez aussi une armée d'invisibles bien connue qui de temps en temps fait des opérations de cyberguerre. Hein. Nos députés et d'autres ont voté des lois contre le porn revenge. Vous savez, le fait de mettre sur Internet des photos de votre ex dans des positions très explicites, c'est pénal. Et vous pouvez être condamné. Nos députés ont voté ça, hein. C'est réel. Hein. Amazon va vraiment livrer chez vous avec des drones. Ce n'est pas un fake. La Poste le fait déjà entre deux de ses bases dans le sud de la France. Hein. Le drone qui transporte les colis et qui les amène d'un endroit à un autre. Une université australienne le propose à ses étudiants. Vous commandez les bouquins et un drone va venir vous livrer les bouquins que vous avez commandés dans le campus. Ça existe déjà. Des gens se fabriquent des prothèses tout seuls. Pour 300 €, ils impriment les composants en 3D, ils les assemblent et ils ont une prothèse à la place de leur avant-bras qu'ils ont perdu. Ça existe, ça se fait. On imprime aussi des organes et on les greffe. On commence à avoir des machines qui fabriquent des foies
artificielle, avec des cellules souches et du collagène. Lui, c'est Alain Bensoussan, et à côté, c'est son assistant, qui l'a recruté, et qui lui fait sa recherche documentaire, et qui lui extrait les informations utiles pour faire ses recommandations dans le domaine du droit. Et ça, c'est une vidéo publique de son intervention récente par rapport au droit numérique. Vous avez des cabinets de conseil qui annoncent avec fierté que leur dernier recrutement est une machine et remplace un humain. Et on ne parle pas de main-d'œuvre au SMIC, on parle de gens, de conseils, de consultants, de gens formés avec des études longues. On ne parle pas de petits postes. Voilà, l'armée américaine avait aussi mis ça en service. C'est une mule robot qui transporte le matériel des soldats. Ils l'ont déclassée parce qu'elle faisait trop de bruit. C'est pas qu'elle n'était pas autonome, c'est pas qu'elle durait pas longtemps, c'est pas qu'elle suivait pas les soldats, que faisait le boulot, elle faisait juste trop de bruit. Vous avez aussi lui là. C'est un drone, c'est le prochain drone de combat de l'armée américaine, il est autonome, il décide tout seul d'envoyer sa bombe. Sans personne. Et il y a un débat actuellement de savoir si c'est une bonne idée de laisser les machines décider toutes seules de tirer. Voilà, ça c'est chez Amazon. Vous avez des machines qui déplacent les rayons. Ça fait des économies de pas et de déplacement aux employés, puisque c'est le rayon qui vient à eux pour faire le picking. Vous savez, cet acte qui consiste à faire les choses. Ce qui est le plus intéressant avec ça dans la logistique, je ne sais pas si vous savez ça, c'est que ce n'est pas les emplois de base qu'on remplace, c'est les cadres. Les gens qui viennent au boulot, les humains, sont dirigés par des machines. Un robot leur dit, il va chercher tel colis pour faire telle commande, etc. etc. C'est pas le smicard qui est remplacé par les machines, c'est le responsable, le type qui encadre. 20% de productivité en plus. Alors Watson, imaginons on est en train de s'amuser avec lui, là on teste des bots, des robots conversationnels dans le commerce notamment, où des gens ne se rendent pas compte mais ils parlent à une machine en fait, pour par exemple ces dames choisir un shampoing ou une crème cosmétique. Et vous dites qui vous êtes, quelle est la qualité de votre cheveu, ce que vous recherchez, et le robot va vous proposer des produits. Pendant ce temps, en Afrique, on a plus facilement du réseau que de l'eau potable. Mais les éleveurs font leurs affaires par messagerie pour acheter les bestiaux en Afrique. Ok ? Alors, petit retour en arrière. En 1990, l'armée américaine invente un réseau appelé ARPANET, dont la principale qualité était d'être capable de survivre à la guerre thermonucléaire. C'est-à-dire ils ont inventé un réseau qui survit à la destruction d'au moins 40% de sa structure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, son successeur Internet ne peut pas être coupé. Quoique les Chinois sont arrivés à faire une île. C'est un tout petit peu différent. Voilà. Alors, en 1990, donc, vous avez deux chercheurs, deux ingénieurs anglais, au CERN, en Europe, sous la frontière franco-suisse, qui décident d'utiliser deux normes techniques. L'une vient de la documentation, c'est le HTML, qui est une variante simplifiée du SGML, et un protocole de transfert de données télécom. Pourquoi faire ? Parce qu'ils avaient envie d'afficher sur les ordinateurs du laboratoire la liste des numéros de téléphone. Donc deux types veulent faire un annuaire téléphonique sur les ordinateurs du laboratoire. Ce faisant, ils inventent le web. Et la bonne idée qu'ils ont, et pourquoi on en est là aujourd'hui, et pourquoi nous sommes dans cette salle, c'est qu'ils ont donné ça. Ils l'ont libéralisé, ils l'ont ouvert, et accessoirement, ils ont inventé l'open source. Donc ces deux types ont inventé Internet et le web. 5 ans plus tard, Amazon entre en bourse. En 2004, le Guardian dit qu'il ne suffit plus d'être sur le web, il faut en faire partie. Traduction, depuis 2004, avoir un site web ne sert à rien. Un site web, c'est juste rien. C'est les gens qui sont dessus, ou déjà depuis 2004, il faut être là où sont les gens qui ont déjà peuplé Internet. C'était il y a 12 ans. Ok ? En 2008, le CREDOC, l'organisme français chargé de la consommation, dit que la box et le mobile
sont les 2 budgets sanctuarisés par les Français. 2008, crise économique, ça veut dire que des gens se lavent à l'eau froide chez eux, ne mettent pas le chauffage, toutes sortes de choses de ce genre, mais ne coupent pas le budget de la box et du téléphone. En 2008. En 2012, ce n'est plus un budget. Et d'ailleurs, il y a eu des tentatives parlementaires de faire passer des textes, c'est fait au niveau européen, comme quoi l'accès à Internet est aussi constitutif que l'accès à l'eau potable. Hein. C'est un droit fondamental. On en est là. Et en 2015, le Gardner nous dit que, bon ben voilà, ça fait 25 ans que ça a commencé, ben écoutez les amis, c'est fini. C'est fini, la révolution Internet est terminée. Voilà. D'ailleurs, essayez de monter une boîte aujourd'hui pour concurrencer Amazon. Les nouveaux entrants du début sont devenus les leaders mondiaux. C'est un cycle de révolution économique, de mutation industrielle, ce que vous voulez, et ça se replie. Illustration que vous connaissez, vous la vivez régulièrement. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous pensez à Internet sincèrement quand vous l'utilisez vous-même? Est-ce que vous subissez une émotion particulière, une pulsion hormonale précise par le fait que vous ouvrez un ordinateur ou quoi que ce soit? Non, c'est devenu parfaitement banal. Les gens s'en contrefoutent. Ils s'en servent. Et alors les plus jeunes, c'est encore pire. Pour eux, c'est même pas un sujet. Parce qu'on pense que les nouvelles générations qui sont nées avec des écrans et tout ça font d'Internet et du digital un sujet. Que dalle! Pour eux, c'est même pas un sujet. Et en faire un sujet, pour eux, est d'une parfaite anormalité. Alors, être connecté n'est pas un problème d'outil. Être connecté, c'est le faire. Ce dont nous parlons, c'est juste de la culture. Culture. Il y a sur cette planète plus de gens de la génération Y que de baby-boomers. L'époque de l'American Way of Life, c'était dans le XXe siècle. Aujourd'hui, la nouvelle normalité, c'est Pokémon Go. On s'étonne de ça, des gens dans la presse disent « Oh là là, c'est inadmissible, c'est mal, etc. » Non, c'est culturel. C'est simplement culturel. Et le plus important, c'est ce que vous en faites, pas les outils que vous utilisez. D'ailleurs, aujourd'hui, on pense que, en tout cas ça se voit dans les organisations les plus digitalisées et c'est culturel, les outils deviennent jetables. J'avais un outil, on s'en servait, on l'a changé, on en a mis un autre et ça a continué comme avant, voire mieux. Les gens l'ont adopté, s'en sont servis, point barre. On est utilisateur chez Imakina de Facebook at Work, qui est la version professionnelle de Facebook. Ce qui est absolument fascinant dans ce produit, et c'est pour ça qu'il va cartonner, je vous le dis de vous y intéresser, c'est que tous les gens, sachant ou presque se servir de Facebook, savent se servir immédiatement de Facebook at Work, qui est juste la même chose en interne. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir des formations pour l'adoption? Zéro. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer aux gens comment il faut qu'ils s'en servent? Pas du tout. La seule chose auquel on s'attache, c'est donner du sens à ce qu'ils font. On va aussi regarder autre chose, et cette chose a 4 ans. Je vous présente l'équipe de campagne de Barack Obama version élection précédente. Une équipe de campagne, vous savez, chez nous, on a Jacques Séguéla ou un truc comme ça, vous voyez. Ça. Alors, on va les regarder un par un. On a un directeur technique. On a un spécialiste des analytics, c'est-à-dire des données, de la mesure de l'information et de la mesure des données d'usage des outils digitaux. On a un gars qui fait du logiciel, parce que Barack Obama avait fabriqué son propre outil de gestion de contenu, à lui. On a un type qui s'occupe du comportement des utilisateurs. Il étudie les données du deuxième, là, pour traduire des informations comportementales. On a au milieu un type qui s'occupe c'est un chef de projet, on va faire simple. On a un gars qui ne s'occupe que d'infrastructure. Barack Obama, pour sa campagne d'il y a 4 ans, avait 4 data centers. Je veux dire 4 bâtiments en dur remplis de serveurs. Ça a quand même survécu à un ouragan sur New York, si vous vous rappelez, en termes d'infra. Ici, on a un gars qui ne s'occupe que de social media. Il y avait juste quelque chose comme 250 community managers, un truc de ce genre, donc c'est une belle boîte. On a un gars qui ne s'occupe que de récolter des fonds sur Internet, et la dame à côté ne fait que des emails de 150 millions de dollars à elle toute seule. Vous en pensez quoi?
C'est quoi ça? C'est une équipe de campagne, c'est une start-up? Non, c'est une start-up. C'était une start-up. Ce type a fait campagne, il a monté une start-up pour de redevenir président des États-Unis. Et c'était il y a 4 ans. En 2009, Trevor Edwards, annonçant qu'il coupait le budget du Super Bowl en publicité, a dit « Notre travail à nous, Nike, n'est pas d'engraisser les médias, notre travail, c'est d'être connecté à nos clients. » Et sur ces bases, certains d'entre vous en portent, ils ont fabriqué ça. Donc ça, c'est le Fuel Band, hein, c'est un bracelet pour sportifs, vous courez, ça capte les données, vous mesurez votre performance, et ainsi de suite. C'est devenu aujourd'hui d'une banalité totale, à telle enseigne que Nike n'en fabrique plus. Nike n'a gardé que la seule chose qui compte, c'est la norme. Et d'ailleurs, c'est une norme. Aujourd'hui, qui que ce soit d'entre vous qui fait du sport a toutes les chances d'avoir un outil de mesure des données de son activité sportive. Et vous ne le savez pas, mais la norme technique qui motorise ces outils, c'est Nike qui l'a inventé. Et Nike continue à faire du beurre avec 18% du chiffre d'affaires. Pour une boîte qui faisait des pompes et des t-shirts, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ceci est une norme. J'arrive, alors j'appelle la voiture, elle vient à moi, le chauffeur descend, il est bien habillé, la voiture est propre, il ouvre la portière, je monte à l'intérieur, il y a une bouteille d'eau au verso du siège, et le chauffeur me demande qu'est-ce que je veux écouter à la radio. C'est une norme. C'est une norme. Uber est une norme. Un nouveau standard du transport de personnes en voiture. C'est pas de la technologie. Lui là, vous avez vu à la télé, c'est une norme. J'arrive, le rideau est en train de baisser. Non, le rideau remonte. On m'appelle par mon prénom et on me sert. C'est une norme. C'est un nouveau standard de service. Le standard de service auquel devrait se conformer n'importe quel commerçant digne de ce nom. Le client arrive, on s'en occupe. Ceci est une norme. C'est la norme qui s'impose aujourd'hui à n'importe qui fait du commerce et encore plus de l'e-commerce. Cette norme dit, je paye un abonnement premium, je serai livré dans la journée, voire même quand je suis un urbain dans l'heure. Et les frais de port sont gratuits. Les frais de port sont gratuits. Ça, c'est le drame des commerçants français. Hein. Ils n'arrivent pas à admettre que, 1, on ne fait plus payer les frais de port, 2, c'est dans les 24 heures ou dans l'heure que le produit est livré. Et s'ils ne le font pas, mais ils vont les balayer, enfin, c'est déjà en cours. Ceci est une norme. Vous connaissez? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Les dash buttons. Ah. Alors, vous adorez, qu'est-ce qu'on va prendre? Vous achetez de l'Evian. Votre truc, c'est de l'Evian. Bon, Evian va vous fournir un bouton que vous allez, c'est aimanté, hein, vous le mettez sur votre frigo, et quand il n'y a plus d'Evian, vous appuyez sur le bouton. Ça balance une commande à Amazon et le livreur arrive et vous redonne une pack de viande. Alors ça peut marcher avec des yaourts, avec votre crème cosmétique, avec n'importe quoi. C'est déjà plusieurs dizaines de pourcents du trafic de commandes d'Amazon hein, dans le monde, hein, ces boutons. Hein. C'est que dalle, hein. Technologiquement c'est rien, hein. C'est complètement low cost et low tech. Donc vous avez la marque sur le bouton, le produit, vous appuyez sur le bouton et la commande passe. Et c'est réassorti. Et vous n'y pensez plus. Darty a fait un bouton aimanté qu'on paye un abonnement ridicule qui est aimanté, qui est collé sur la carrosserie du lave-linge, que quand il tourne en panne, vous appuyez sur le bouton, et un livreur vous appelle, il sait que vous êtes monsieur machin, que c'est telle machine, et que vous avez un problème. Vous n'avez pas besoin de chercher c'est quoi les papiers, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le code. Voilà. Non, un bouton et quelqu'un vient résoudre mes problèmes. Alors vous savez, jusqu'à présent, on allait beaucoup aux États-Unis pour voir ce qui s'y passe. Je vous l'annonce, maintenant il faut regarder ce qui se passe chez les Chinois. Chez les Chinois, WeChat, qui n'est pas une messagerie, qui est aussi une plateforme conversationnelle, la norme, c'est vous répondez en moins de 10 minutes. La norme, c'est 10 minutes. Quelqu'un met un message, alors ça peut être sur votre page Facebook, ça peut être un tweet, ça peut être un mail dans votre base, peu importe. La norme actuelle admise, c'est 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, il y a de l'insatisfaction. Vous n'avez pas répondu.
Et vous voyez que ce n'est pas un problème de techno, hein. C'est un problème de gens pour répondre aux problèmes des gens. Ce n'est pas de la technologie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'expérience client, ce qu'il vise, ça se norme. Et la fixation de la norme, la fixation du standard d'expérience client, c'est le pouvoir sur le marché. D'ailleurs, en 2016, 90% des entreprises sont en compétition pour gagner la bataille de la meilleure expérience client de leur marché. Et ce n'est pas de la technologie. La technologie n'est que le moyen d'y parvenir. Mais repensez à Uber, repensez à la fixation d'un nouveau standard d'expérience client du transport de véhicules. Le reste, ça se passe. On fabrique une application et ainsi de suite. Alors, première grande question que vous allez vous poser, fort de tout ce que je viens de vous dire, qui n'est donc pas de la technologie, c'est ça. Est-ce que vos clients se souviennent de vous? Quelles traces laissez-vous dans leur mémoire? La maîtrisez-vous? Alors, uberisation, justement. Uberisation, qui est un terme inventé par Maurice Lévy, qui est un terme très marketing et c'est sa qualité. En fait, le vrai mot, c'est ça, qui a été inventé par Gartner en 2015. Donc quand ils ont dit, hey, les amis, ça fait 25 ans, c'est fini, on passe à autre chose. On passe à quoi? On passe à un monde où il n'y a pas les boîtes de technologie d'un côté, les boîtes industrielles de l'autre. Tout le monde est à la fois industriel et technologique. La barrière, c'est fini, il n'y a pas des startups et des autres boîtes. Tout le monde est une quasi startup, confère ce que je vous ai montré sur Obama. Ok? Traduction. Alors ça fait 4 ans je crois maintenant, hein, ce monsieur que vous connaissez bien a dit que son principal concurrent n'était pas la Deutsche Bahn, son principal concurrent c'est Google, parce que son vrai marché c'est le gars qui va vous vendre un ticket dématérialisé, qui va vous prendre depuis chez vous, qui va vous amener là où vous devez aller, et entre les deux peut-être que vous prendrez un train, mais le train n'est qu'une commodité sous-traitante de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça que la SNCF fait des bus, c'est pour ça que la SNCF fait du Blablacar équivalent, c'est pour ça que la SNCF essaye de muter durement et douloureusement vers le fait d'être un opérateur de voyage. Mais les trains ne seront qu'une filiale. Et s'ils ne font pas ça, ils disparaîtront. Hein. Enfin, ils seront asservis par plus gros qu'eux. De la même façon, notre ami Accor n'a pas comme concurrent Marriott, il a comme concurrent ou Booking ou Airbnb, comme vous voulez. Les deux plateformes qui gouvernent ce monde. Le patron d'Engie a plutôt comme concurrent Tesla ou son ami Bolloré qui fait lui aussi des batteries de maison. Parce que le problème de l'énergie, c'est le combat entre deux modèles maintenant. Le modèle qu'on connaît tous qui est de faire des grosses centrales qui distraient avec des réseaux qui vous amènent l'énergie chez vous, ou d'avoir des batteries de maison alimentées par les panneaux solaires que vous aurez installés sur le toit. Donc, ce qui a changé, c'est le marché. Et la principale chose auquel vous devez réfléchir, c'est quoi mon marché? Et ce n'est certainement pas celui auquel vous pensez, et ce n'est surtout pas votre métier. Le métier de faire transporter, de faire circuler des gens dans des trains n'est plus un marché, c'est un métier. Faire circuler des avions, c'est un métier, c'est plus un marché. Vous comprenez? Le vrai marché, c'est le vrai besoin des gens au final, in fine. Le métier, c'est autre chose, c'est ce que vous savez faire. Mais le marché, vous avez intérêt à réfléchir à quel est mon vrai marché en fait. Alors le vrai mot d'uberisation, c'est la formule de Manuel Diaz avec qui je suis associé, c'est Kodakisation. C'est Kodak, cette boîte qui avait inventé les appareils photo numériques, sauf qu'ils étaient assis sur un truc qui crachait un cache monumental qui était les pellicules et la revente de pellicules. Et ils n'ont pas voulu brûler leur vaisseau, tuer ça, et l'opportunité de créer un nouveau marché avec la photo numérique leur a échappé. D'autres l'ont fait et ils ont disparu. Donc quand le marché a changé, il faut en prendre conscience. Aujourd'hui ça va vite, et y compris des boîtes énormes peuvent disparaître en très peu de temps. Dans tout ça, le numérique, c'est pas l'endroit de l'innovation, hein. C'est fini. C'est juste un moyen de faire les choses. Les outils n'ont strictement aucune idée en eux-mêmes. Hein. Je veux dire, acheter une boîte avec un logo dessus, etc., installez-le, ça ne change rien. Dans la transformation digitale, quand vous voulez transformer digitalement, par exemple, des processus d'entreprise, il faut d'abord réformer les processus d'entreprise, puis les passer en digital. Si vous digitalisez des processus compliqués et chiants, ça sera tout aussi compliqué et chiant en numérique. Hein.
Donc il faut d'abord rendre les choses plus simples et plus efficaces, et c'est pour ça que c'est d'abord une question de regarder les choses différemment, un problème culturel. Donc le numérique, c'est d'abord et avant tout un moyen qui permet d'agir vite, directement et globalement. En fait, on parle de réintermédiation. On dit souvent que l'Internet tue les intermédiaires. Non, il en recrée d'autres. Alors, ça, c'est la matrice d'Airbnb. C'est le plan marketing d'Airbnb. Vous voyez, ça tient en un slide. Hein. C'est simple. Airbnb, c'est des gens, c'est pas de la technologie, hein. C'est des gens qui ont regardé les usages. Ils se sont aperçus qu'il y avait de nouveaux insights, hein, de nouveaux entrants sur le marché qui, vous savez, le couchsurfing, les gens qui s'échangeaient des canapés. Ils ont vu ça. Ils ont fait des études très poussées de c'est quoi le tourisme et où va-t-il, et ils se sont aperçus qu'il y avait une tendance de fond qui était que les gens avaient envie de vivre comme chez l'habitant. Ils ne voulaient pas être perçus comme des touristes. Bon, donc ils ont pris acte, ils ont dit, voilà, le marché va muter. Le marché va muter parce que les touristes ne vont plus vouloir être des touristes, les touristes vont être... Là, on a une niche émergente d'un nouveau besoin. Bon, bah, très bien, on va faire une plateforme et on va prendre le marché, on va connecter l'offre et la demande, l'offre émergente et la demande émergente. On va appeler ça Airbnb, on va le mettre au milieu. Vous êtes un peu loin, vous ne lisez pas tout, mais le facteur clé, ça a été la qualité des photos. Hein. Quand ils ont lancé Airbnb, ils ont été faire eux-mêmes les photos dans les premiers biens à louer pour que les photos soient magnifiques et que les gens aient envie de venir. Puis c'est parti. Et aujourd'hui, tout le monde convient que partir en vacances pour vivre comme chez l'habitant, c'est le marché. C'est le marché. Alors il y a aussi un marché de l'hôtellerie classique, hein, mais qui est devenu tout petit à côté, beaucoup plus petit. Le marché de l'hôtel où vous achetez, le marché d'Accor, hein, qui est un... Accor, c'est un marché de normes, hein. Il fixait une norme ou des normes de standing hôtelier. Et c'était toujours le même. Vous alliez dans n'importe quelle ville, vous alliez toujours en Novotel et c'était toujours la même qualité. Ça vous rassurait. Eh bien, les attentes consommateurs ont changé. Le marché a changé. Alors les nouveaux entrants ne sont pas plus intelligents que ça pour faire du fric. Hein. Ils ont juste réinventé ce qu'on fait depuis que l'humanité fait société, du péage. Voilà. C'est un pont entre deux rives et au milieu, quelqu'un prend une commission. Très bête. Très bête, donc ça marche à fond. Alors, vous devez avoir en tête, il y a 5 facteurs qui font que le marché sur lequel vous êtes va prendre une cartouche. Le premier, et vous le reconnaissez parce que c'est Uber, c'est l'insatisfaction. Les gens ne sont pas totalement satisfaits du service. Voilà, ça râle. Et avant que Uber arrive, on est d'accord, les gens râlaient de la qualité de service des taxis. Voilà. Donc si dans votre secteur, les gens ne sont pas complètement satisfaits, que ça ronchonne, que ça grogne, que c'est pas exaltant, quelqu'un viendra, refixera le standard et prendra la position. Vous pouvez en être certain. Le deuxième point, c'est la défragmentation. Voilà, c'est typiquement Amazon. Vous aviez quantité d'acteurs et grâce au digital, vous ne faites plus qu'un seul truc qui répond à la demande. Voilà. Le genre de truc qui va être inévitablement défragmenté, notamment à cause de la robotisation, c'est le métier d'avocat. Voilà, des avocats, vous en avez plein, c'est des toutes petites entités, il y a très peu de grands réseaux. Voilà, quelqu'un va arriver, utilisera peut-être un Watson d'IBM, etc. et vous fera de la recommandation juridique à la volée avec une intelligence artificielle qui la fera. Et ça sera un service mondial que vous vous adresserez par une application ou un site web. Je plaisante pas, hein. Médecine, même combat, hein. Exactement pareil. Après, vous avez la redistribution, donc c'est Airbnb, c'est l'histoire que je vous ai racontée, voilà. On regarde bien les consommateurs, on redéfinit bien exactement quels sont les facteurs clés de succès du marché, on se rend compte qu'ils sont en train de bouger et on se repositionne avec une plateforme d'intermédiation sur les facteurs clés décisifs. Alors vous avez l'automatisation, hein, IBM a une intelligence artificielle, Microsoft a une intelligence artificielle, Google a une intelligence artificielle, Facebook a une intelligence artificielle. En ce moment on discute et Oracle arrive avec son intelligence artificielle, donc c'est bon. Les robots logiciels vont envahir le marché, hein, ne vous faites pas de soucis. Et le cinquième point qui n'est pas un point d'entrée, c'est la saturation financière. Ok, la saturation financière, les investisseurs ont mis tellement d'argent dans Uber que waouh, le truc est à peine arrivé, le marché vient à peine de s'ouvrir, l'acteur vient à peine d'arriver, il y a déjà tellement de cash dans ce truc que c'est pratiquement impossible de venir challenger la position, sauf les Chinois qui ont réussi à faire une muraille de Chine autour de leur continent. Et enfin, les nouveaux entrants sont rapides.
Le défaut des boîtes françaises, c'est qu'elles ne vont pas assez vite à l'international. Je ne sais pas s'il y a des start-upers dans la salle, mais le problème des start-upers français, c'est qu'on est trop franco-français, alors que nos amis, en général des Allemands ou des Anglais à côté de nous, vont tout de suite à l'international, et dès qu'il y a un minimum de consolidation sur le marché, bon ben on est challenger. Alors après, vous connaissez ce type de slide qui vous démontre que tous ces nouveaux entrants n'ont strictement aucun actif. Et que donc on est passé d'une économie de capitalisme d'actifs à une économie où la valeur c'est le client. Vous avez le client, vous avez le trafic, vous avez l'audience, le reste on s'en fout. Voilà, vous sous-traitez, vous asservissez les acteurs qui ont des actifs. Ça poque, hein? Non? Vous en pensez quoi? Alors il y a déjà des victimes, donc tout un tas de marchés qui ont déjà, où c'est déjà fini. Voilà. Et puis il y en a tout un tas d'autres, il y a le mien. Voilà, moi, agence de communication, voilà. On va bientôt disparaître. Voilà. Il commence à y avoir des robots logiciels directeurs de création. Le code informatique est généré à 80% maintenant, pratiquement. Quelque chose comme ça. Bon, voilà. Il faut aussi se dire qu'on va aussi disparaître. Voilà. Alors, par où commencer ? Alors parce qu'ils m'ont demandé quand même de dire, il ne faudrait pas juste leur donner des gifles, il faudrait aussi leur donner des choses un peu opérationnelles et concrètes. Moi, ce que je vais vous dire, qu'il ne faut pas penser technologie, il ne faut pas penser outils, il ne faut pas penser solutions, il ne faut pas penser tout ça, il faut penser à vous. Et il faut penser à ce que vous proposez, parce que c'est le leitmotiv d'Imakina. Si vous n'êtes pas une expérience, vous n'êtes pas une marque, vous êtes rien. Les gens ne se souviennent pas de vous, vous ne fabriquez aucune mémorabilité, vous disparaissez, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Donc, vous devez impérativement réfléchir à quelle est l'expérience que vous proposez, quelle est la valeur que vous proposez, et qu'est-ce qui fait de vous une marque. Voilà. Alors, chez Imakina, on a une méthode pour faire ça, pour fabriquer ça. On vient de sortir, vous pourrez aller sur brandexperienceplatform.fr, on vient de sortir une évaluation des marques automobiles à l'aune de l'expérience de leurs clients, c'est très intéressant. Alors les Allemandes ressortent bien, mais on voit par exemple une marque comme Kia qui a une très bonne expérience client. Les gens se souviennent très bien de l'expérience qu'ils ont eue avec Kia, autant dans la voiture que dans la concession, que dans les messages et que dans tout un tas de choses. Vous irez voir. Facteur décisif, si vous ne deviez retenir qu'une chose, vous allez retenir ça. Il n'y a pas d'expérience client sans expérience employée. Si vos collaborateurs ne ressentent pas dans votre entreprise, ça s'appelle de la culture, le fait d'appartenir à une organisation, à un groupe humain, de les livrer de la valeur, d'être heureux d'y être et d'être prêt à mouiller le maillot pour y contribuer, c'est mort. Comment voulez-vous que des salariés qui ne soient pas heureux fassent que les clients le soient? Donc, occupez-vous de vos employés, le reste suivra. Il y a un bouquin d'un Indien dont j'arrive jamais à retenir le nom qui dit ça, c'est les employés d'abord, les clients ensuite. Je vous invite à le lire. C'est un gars qui a réformé une SS2I de 50 000 personnes, un truc de ce genre. Voilà. Les employés d'abord, les clients ensuite. Le plus important dans votre entreprise, c'est les gens, et ils sont peut-être des smicards derrière la caisse, qui sont au contact du client. C'est eux qui sont sur la ligne de front avec les grenades et qui prennent les coups. C'est eux les plus importants. C'est pas les planqués de l'arrière tranquillement dans leur bureau attendre que ça se passe. Donc les employés d'abord, les clients ensuite. Enfin, vous penserez bien que le client est unique. Vous n'allez pas réfléchir en termes de les gens qui appellent au téléphone, les gens qui viennent sur mon site web, les gens qui viennent physiquement dans mon magasin. C'est des conneries ça, c'est la même personne. Je viens dans votre magasin, je suis venu sur votre site web, je vais y revenir, je vais vous appeler au téléphone. Le client est une seule et même personne, il n'est pas schizo. Vous ne l'êtes pas vous-même, donc ne saucissonnez pas votre client en tranches. Ce client, il vous connaît parce qu'il est au contact de vous à travers tout ce que vous lui proposez. Affichage, publicité, site internet, réseaux sociaux, vos emails, bref, tout ce que vous proposez. Et le moins qu'on puisse attendre de vous, c'est que tout ça soit cohérent. C'est-à-dire que tel que je vous connais sur votre site web, je vous souhaite que le magasin physique soit à l'avenant. Et inversement. Sinon, je vais me dire, mais je suis chez des fous. Ils sont une personne d'un côté, puis c'est une autre personne de l'autre. Et au téléphone, je me fais insulter parce que j'appelle. Non mais, voilà.
Donc, une expérience parfaitement alignée sur tous les points de contact. Tous les points de contact sont bons et en plus, ils sont cohérents. Et en plus, le client est unique. Et je déteste en tant que client devoir répéter pour la 5e fois qui je suis et quel est mon problème. Et vous l'avez vu tout à l'heure, hein, moins de 10 minutes pour répondre à la demande. Enfin, pensez-le, aujourd'hui, le mobile est devenu le canal de synchronisation. Donc si vous n'êtes pas sur le mobile, vous n'êtes juste pas là. Hein, globalement, il faut se le dire, le web est en train d'être mangé par le mobile et le mobile est en train d'être mangé par Facebook et Google, quoi, pour faire très court dans les grandes lignes technologiques. Enfin, on va finir avec 6 questions clés. 6 questions que vous allez vous poser et que je vous propose d'être la matrice par laquelle vous allez essayer d'aller de l'avant. Alors, la première, on l'a dit, on l'a vu ensemble, quel est votre vrai marché? Quel est votre vrai marché? Le vrai marché, c'est celui que pensent vos clients quand ils viennent vous voir. Et ça n'a rien à voir avec votre métier, je me répète. Le métier n'est plus le marché. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, où êtes-vous dedans? Qui est au centre? Récemment, exemple, je discutais avec une belle entreprise qui fait de l'installation électrique chez les professionnels et les particuliers. Ils ont un problème. Ils ont vu apparaître sur leur marché une boîte qui s'est mise à vendre aux principaux donneurs d'ordre, notamment publics, des abonnements. Et ils ont dit, écoutez, prenez un abonnement chez nous et les intervenants, on va vous les trouver et on va vous garantir que c'est les bons. Qu'est-ce qu'ils ont observé? C'est qu'on leur fermait la porte. Ah ben non, écoutez, non, on a passé un deal avec la boîte machin, là. Maintenant, c'est elle qui s'occupe de ça, il faut que vous les appeliez vous. Parce que nous, c'est eux qui s'occupent de nos commandes. Nous, on n'a plus qu'un seul interlocuteur, une seule facture, etc. Tout à coup, il venait de découvrir que, hop, quelqu'un avait pris la position et avait la dimension du client. La boîte en question, hein, plateau de centre d'appel au Sénégal, ils doivent être 2 en France, ou quelque chose comme ça. Et donc, ils viennent petit à petit, ils sont en train de prendre le lead sur la commande, et notamment la commande publique d'installation électrique. Alerte rouge, hein. Parce qu'à la limite, mes commerciaux, ils servent à quoi en fait? Alors maintenant, il va falloir que je deal avec ces mecs qui ont pris la marge, hein, et moi, je vais être low-costisé, quoi. Voilà. Donc ils se sont réveillés et ils sont en train de se rendre compte que la réintermédiation du marché était vraiment possible. Pourquoi vos clients vous préfèrent? Pourquoi vos clients vous préfèrent? C'est la base de votre réflexion sur l'expérience client. Hein. Dans le tourisme, puisque j'ai vu qu'il y avait des gens qui raisonnaient, j'ai vu en Picardie des gens qui appliquent l'expérience économie. On va pas déployer ici, c'est vaste, vous y intéresserez. Ils ont transformé des prestataires de tourisme, et j'ai en mémoire une dame qui avait une chambre d'hôte dans les ortillonnages à Amiens, donc on parle de tout petit business, hein, qui était une chambre d'hôte, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Mais les gens qui se sont occupés de son cas se sont rendus compte qu'elle faisait un truc très intéressant, c'est qu'elle cuisinait le petit déjeuner à ses hôtes. Donc, ils ont pris ça, et aujourd'hui, elle propose toujours le même endroit, hein, mais au petit déjeuner, vous aurez que du fait maison, avec que des produits Picard, et ce ne sera jamais la même chose. Donc, vous serez toujours surpris. C'est booké 2 ans à l'avance et elle vend l'annuité 50 € plus cher. Les gens viennent pour ça. Tout le reste est très bien. La literie est propre, le lieu est parfait. Mais il y a cette expérience spécifique sur le petit déjeuner qui fait que les gens viennent. Que savez-vous de vos clients ? Non mais je disais 50% des PME pensent que Internet est une mode, aucune ne sait répondre à ces questions. Hein. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel est votre storytelling? Vous racontez quoi, en fait? D'où venez-vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. À Limoges, il y a une entreprise du CAC 40 qui s'appelle Legrand. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Savez-vous que le storytelling de Legrand, et c'est vrai, c'était un porcelainier parmi les porcelainiers. Mais en 1948, l'usine a brûlé et n'est resté que l'atelier des isolateurs en porcelaine. Et Legrand est aujourd'hui ce qu'il est à cause de ça. Parce qu'ils sont repartis de ça.
C'est une belle histoire, hein. Un accident industriel a fait de ce qui était un porcelainier lambda le leader mondial de l'appareillage électrique. Voilà, ça c'est du storytelling. Vous voyez, ça c'est un truc, tout de suite on a envie on a envie de s'intéresser, de croire, et les produits deviennent autre chose. Ils ne sont plus anonymes. Enfin, combien êtes-vous prêt à mettre pour gagner un client et pour conserver un client? Quand vous aurez la réponse à cette question, le reste suivra. Vous vous rendrez peut-être compte que ça vaut le coup de mettre plus de gens en frontal pour répondre aux attentes des clients, pour recevoir les clients, pour faire toutes sortes de choses de ce genre. Et qu'encore une fois, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on raconte, comment on répond, comment on est mémorable, de quoi on se souvient. Après, la technologie, il y en a des caisses, des conteneurs entiers pour donner vie à tout ça et rendre ça fluide et vraiment bluffant. Quel futur voulez-vous pour votre business? Puisqu'on est déjà dans le futur, vous l'avez compris.